Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour les rendez-vous mensuels de l'association Cheval et SHS. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous d'avril avec Simonetta Clio, qui est docteur en histoire au CRCAO, qui a récemment soutenu une thèse sur le cheval de guerre au Japon, son introduction au Xe siècle, et qui aujourd'hui vient nous présenter un travail intitulé Le cheval et le guerrier, l'origine des liens d'homme à homme dans le Japon oriental. Simonetta, je vous laisse la main pour présenter ce travail en une vingtaine, trentaine de minutes avant un échange avec la salle. Merci beaucoup. Moi, c'est Clio Simonette. Je suis spécialiste de l'histoire militaire du Japon. Donc, effectivement, j'ai fait un doctorat à l'école pratique des hautes études et je suis actuellement à terre à Paris-Cité. Donc, je suis très contente de pouvoir parler de ma spécialité aujourd'hui parce que ça, ce n'est pas quelque chose que je peux faire en tant qu'à terre. La plupart des cours, c'est sur l'époque des dos. Mais donc, ma spécialité, c'est l'histoire des guerriers. Donc, l'image du guerrier, c'est quelque chose c'est un élément, bien entendu, crucial dans l'histoire du Japon, mais c'est surtout aussi quelque chose qui encore aujourd'hui fait beaucoup fantasmer un peu les gens quand on parle du Japon d'avant la modernisation. La première image qui apparaît, c'est celle du shogun et ses vassaux. Pour l'historien, ça, c'est une image extrêmement récente. Pendant les premiers 5 siècles de l'histoire de l'État au Japon, les militaires étaient strictement exclus du vrai pouvoir politique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent dont j'ai étudié l'histoire. Alors, pour se repérer, parce que je sais que certains ne connaissent pas en détail l'histoire du Japon, donc je vous ai mis de manière très, très résumée disons, très simplifié, une version du développement du pouvoir politique au Japon dès l'origine d'une hiérarchie politique stable jusqu'à la montée au pouvoir des guerriers. Donc, il y a environ 9 siècles entre l'un et l'autre. Donc, ça remet un peu les choses en perspective. Vous voyez l'origine, disons, du pouvoir politique d'une classe dirigeante, on peut le placer environ les commencements du procès au début du IIIe siècle et la prise du pouvoir des guerriers, donc les premiers bakufu, on va dire les premiers shogunats, c'est au XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, le Japon est dominé, donc entre 8e et 12e siècle, est dominé par un gouvernement centralisé, donc pas un gouvernement féodal, un gouvernement centralisé, euh, contrôlé par une noblesse strictement civile et bureaucratisée. Je me suis intéressée en particulier au Xe siècle parce que c'est au Xe siècle qu'on commence à voir un changement et on commence à voir les développements non seulement de familles militaires par vocation, on verra que ça n'a pas toujours été quelque chose de nécessairement commun, mais aussi les développements d'un réseau de liens personnels de dépendance. Donc, c'est ces structures de liens personnels de dépendance qui va éventuellement devenir la base du gouvernement féodal du XIIe siècle, de la fin du XIIe siècle. Et les liens féodaux vont caractériser la gestion du pouvoir politique au Japon du XIIe jusqu'au XIXe siècle. Euh, donc, je me suis intéressée à la question quand, où, comment ces liens ont commencé à se développer. Et c'est en étudiant cela, au fait, que je me suis rendu compte du rôle crucial joué par le cheval dans ce genre de mécanisme-là. Je ne suis pas partie par l'étude du cheval, je suis partie par l'étude des guerriers et j'ai atterri sur les chevaux. Donc, on va commencer par une petite parenthèse historique donc sur les camps. Quand est-ce qu'on commence à voir l'existence de ces bandes guerrières liées par ce type de lien. Donc, un petit parenthèse de contexte. Donc,
la construction de l'État au Japon est quelque chose d'extrêmement récent. On peut parler d'un État vraiment abouti au début du 8e siècle. Donc, c'est plutôt tard par rapport à cette région d'Asie. Au 8e siècle, ce qu'on appelle la période Nara, parce que la première capitale fixe s'est trouvée à Nara, à l'époque appelée Heijo. Je vous ai mis une petite carte pour se repérer. Ce que vous voyez dans la photo, c'est une reconstruction. En fait, on a retrouvé les sites archéologiques du palais euh, de Nara. La capitale a par la suite été déplacée à Kyoto. À Kyoto, on ne peut pas vraiment excaver parce que Kyoto est toujours sur Kyoto, donc il y a toujours des gens qui habitent. Mais là, heureusement, les sites du palais étaient finis sous la campagne, donc on a pu l'excaver et ils sont en train de reconstruire les bâtiments un à la fois. Donc, si vous allez au Japon et que vous allez à Nara, bien sûr, allez voir le Todaiji et les grands temples de l'Est, sûr, et les serres et tout ça. Mais prenez le temps aussi d'aller voir le site archéologique du palais, c'est très intéressant et le petit musée est gratuit. En tout cas, là, on a du coup un empire centralisé, gouverné par une aristocratie civile avec l'empereur à la tête. Les fonctionnaires militaires, dans ce contexte-là, se situent sur un échelon nettement inférieur par rapport aux fonctionnaires civils. Les pays est divisé en provinces. Donc, pendant cette communication, je ferai référence à la province de Shimosa, par exemple, etc. Donc, c'est les divisions du pays, c'est les provinces. Chaque province est divisée en districts. Elles sont gérées par des fonctionnaires locaux qui, par contre, doivent répondre et obéir à un gouverneur. Le gouverneur, il restait en charge 4 ans et il était envoyé directement par la capitale. Donc, il y a des fonctionnaires civils et militaires qui restent sur place et qui gèrent la province. Et puis, une fois à chaque 4 ans, il y a le gouverneur qui arrive avec tous ces gens et il gère la province pendant 4 ans. Alors, sous cette période-là donc, de Nala, qui va durer jusqu'à la fin du 8e siècle. Après, on va changer de capitale, il va y avoir une série d'évolutions qu'on verra brièvement. C'est ce qu'on appelle l'État régi par les codes. Ça s'appelle comme ça parce qu'au début du 8e siècle, on achève les codes administratifs, les Ritsuryo. Et les Ritsuryo, du coup, décrit l'armée de l'Empire à cette époque-là. Et l'armée de l'Empire à cette époque-là est une armée de conscrits. Dans chaque province, il y a ce qu'on appelle un gundan. C'est une organisation régimentaire qui est plus administrative qu'autre chose. C'est des registres, donc on inscrit tous les noms des hommes susceptibles d'être appelés pour leur service militaire. Euh, Elle est sous l'autorité du gouverneur. Donc chaque sujet devait inscrire son nom et en cas de besoin, l'idée c'était de ne pas avoir une armée permanente qui peut coûter très très cher, mais d'avoir une armée très très vaste que l'on peut mobiliser très rapidement. En cas de nécessité, on peut mobiliser rapidement ces contingents de paysans soldats dans les différentes provinces. C'était un système qui avait été élaboré parce qu'à l'époque où on a écrit le code administratif, on avait très peur d'une possible guerre de la part du royaume des Silla, le royaume coréen. Et donc, c'était une manière pour avoir à la fois une grande armée et ne pas devoir entretenir une grande armée permanente. Ces systèmes, par contre, entrent en crise parce que déjà, il n'y a pas de guerre avec Silla. Et donc, c'est une structure qui va pas, on va le voir, on va pas répondre vraiment aux nécessités nécessaires, aux nécessités militaires du gouvernement. Et en plus, les services militaires généraux étaient très, très onéreux, surtout les services aux frontières. Les services militaires prévoyaient des travaux auprès du gouvernement provincial, donc des travaux d'entretien d'infrastructures, des tours de maintien d'ordre public. Sinon, il y avait un an de service à la capitale en tant que garde, par exemple, ou 3 ans aux frontières. Et 3 ans aux frontières, c'est ce qui posait le plus de problèmes. Quand on parle des frontières dans ces contextes-là, on parle de deux régions. Les nord de Kyushu, donc les points du Japon qui est le plus proche de la péninsule coréenne, et les nord-est. Donc là, aujourd'hui, se trouve par exemple la ville de Sendai. Là,
cette région-là échappait au contrôle du gouvernement et elle était habitée par ce qu'on appelle les Enishi. Or, Enishi, ce n'est pas un terme ethnographique, hein. Ça n'indique pas un peuple, c'est un terme politique. Ça veut dire les barbares, simplement. Donc, tout ce qu'il nous dit, c'est que c'est des gens qui n'obéissent pas, ne s'y plient pas à l'autorité de l'empereur. Donc, les services aux frontières est un fardeau extrêmement onéreux et il est aussi problématique car les Enishi ont des tactiques de guerre particulières parce que les Enishi, c'est des grands producteurs de chevaux. Donc, ils sont extrêmement mobiles et ce qui signifie que un, une grande mobilité est nécessaire aussi. Donc, je vous ai mis une petite chronologie pour ceux qui intéressent. J'imagine que la présentation sera disponible, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la production de chevaux publics, qui à cette époque-là est centralisée, parce qu'à cette époque-là, tout est centralisé. Les terres cultivables sont centralisées, les pâturages sont centralisés, il y a un élevage privé, mais il y a aussi un élevage public. La production de chevaux publics ne suffit pas à subvenir aux besoins du Nord-Est, et donc aux besoins militaires du Nord-Est. Et aussi, on ne pouvait pas vraiment s'attendre qu'un paysan soldat puisse se battre en tant que guerrier à cheval. Comme vous savez sans doute, ça coûte extrêmement cher de armer, entraîner, monter un guerrier, et c'est un assez long parcours. Donc, dès tout de suite, en fait, pour ce qui est de guerriers montés, on va se reposer sur des hommes qui sont déjà issus des familles d'éleveurs, donc des gens qui ont déjà une tradition équestre. Euh, on va y revenir brièvement dessus sur l'introduction du cheval et comment ces genres de familles se constituent. Donc, la région qui a été la plus touchée pour ces guerres avec les Nishi, c'est les Bando. C'est la région qui est aujourd'hui la région de Tokyo. Donc, pour comprendre un peu la relation entre les bandeaux et les chevaux, il faut parler de l'introduction du cheval au Japon, très brièvement. Donc, le cheval n'est pas originaire du Japon, n'est pas un animal indigène, on va dire. Le cheval n'est pas originaire de l'Asie de l'Est. En Asie de l'Est, le cheval arrive en tant qu'animal domestique. Il arrive déjà domestiqué, équipé, voilà. Donc, au Japon, il est assez difficile de savoir exactement à quel moment il a été introduit, mais on trouve les premières traces de la présence du cheval, donc des harnachements, par exemple, parfois des ossements. On les trouve, premières traces que l'on peut confirmer plus ou moins, c'est au début du IIIe siècle. C'est aussi à cette époque-là que l'on voit, comme on a vu dans la ligne temporelle que je vous ai montrée, l'émergence d'une, disons, hiérarchie politique un peu plus stable. Jusqu'à présent, on a des traces de stratification sociale, mais on n'a aucun signe vraiment d'une hiérarchie politique stable. Ça commence à changer avec le XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la période Kofun. Elle s'appelle comme ça du nom des anciens tombes. Donc c'est à cette époque qu'on voit apparaître ces grandes tombes monumentales dans les bassins des Nara, donc là où la capitale va être construite éventuellement. Donc, c'est l'émergence dans cette région de chefs qui sont capables de mobiliser une quantité exceptionnelle de ressources et de travailleurs. Euh, et c'est aussi des chefs qui visiblement se soucient d'élaborer un rituel, donc notamment ce tombe monumental en forme de trou de serrure, qui permettent à leur autorité de perdurer après leur mort. Donc, c'est un signe de, pas de création de l'État, on est encore loin de là, mais de institutionnalisation du pouvoir. C'est aussi à cette époque que l'on trouve les premières traces dans les sources chinoises. On a mention d'un pays des Wa, donc le Japon, où il se trouve une souveraine que le chinois appelle Himiko et qui aurait lié des liens diplomatiques avec les royaumes la Chine des Wei. Donc, Himiko
Elle apparaît pas dans les sources japonaises qui ont été écrites beaucoup plus tard. Elles ont été écrites par des Confuciens. Donc, on a tendance un peu à limiter le rôle politique des femmes. Mais en tout cas, on l'a individué très probablement. On sait qu'elle existait pour beaucoup, d'éléments différents. Ce n'est pas que le fait qu'elle est mentionnée dans les sources chinoises. On a aussi une petite idée de où elle est enterrée, en fait, parce que dans les sources chinoises, on nous dit qu'elle décède et qu'elle a été enterrée dans une tombe monumentale faite d'une certaine manière, on nous donne les mesures. En croisant avec des références des sources japonaises, de l'archéologie, etc., on a une petite idée. Elle se trouve probablement sous les Kofun de Hashihaka. Ça, c'est une photo que j'ai prise du train. Si vous êtes à Nara, tout au sud de Nara, il y a une ville qui s'appelle Kashihara. Et à Kashihara, il y a un très, très bon musée archéologique. Et si vous prenez les trains pour aller à Kashihara, vous passerez à côté de la tombe de Himiko, ou comme elle est mentionnée dans les sources japonaises de manière très tangentiale, Yamato Totohimo Mosohime no Mikoto. Ils avaient des noms exceptionnels à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté d'appeler les gens comme ça. Sur la surface de ces kofun, qui est les kofun monumentales les plus anciens, euh, pas les kofun en forme de trou de serrure les plus anciens, mais les monumentales les plus anciens, on a trouvé un étrier que vous avez sur la droite. Donc, on ne peut pas être sûr si cet étrier est effectivement d'une époque aussi ancienne. Euh, on ne peut pas fouiller les kofun. C'est très, très, très difficile. Ils sont considérés sacrés par la famille impériale. Donc, on n'a pas le droit de les fouiller. Mais en tout cas, même si cet étrier-là n'est pas de la bonne époque, on va dire, il a été déposé peut-être plus tard, c'est effectivement à cette époque-là que l'on commence à trouver des traces de culture équestre, pas nécessairement de élevage. Les premiers haras que l'on trouve, ce sont un peu plus tard, on trouve les premières traces archéologiques d'élevage, on dit, à partir du 5e siècle. C'est aussi au 5e siècle que la chronique officielle du Japon Nihon Shoki donne une date officielle de l'introduction de l'élevage, donc en 404 ou en 405, selon comment est-ce qu'on calcule la chronologie. Donc, à cette époque-là, la péninsule coréenne est bouleversée par des guerres et il y a une forte immigration de la Corée au Japon qui est encouragée par les élites de la région de Nara. Alors, à cette époque-là, au 5e siècle, il n'y a pas un État. Pour ce qu'on a pu en déduire, parce qu'on n'a pas des sources directes de cette époque-là, il y a effectivement un souverain, un chef plus important que les autres qui surtout exerce une influence religieuse, culturelle sur tout un tas d'autres chefs de manière plus ou moins importante et qui lui il se trouve du coup dans la région de Nara, c'est ce qu'on appelle les rois de Yamato à cette époque-là, et qu'il est entouré par tout un tas d'autres chefs des clans qui donc les soutiennent, qui sont ses alliés étroits, et puis d'autres alliés un peu moins serrés. Il n'exerce pas des pouvoirs directs à ce moment-là sur ses chefs, sur leur terre. Donc, c'est lui qui encourage l'immigration coréenne, qui porte du coup tout un tas de nouveaux techniques, de nouveaux savoirs, dont aussi les chevaux et l'élevage. Donc, ils arrivent de Corée à partir du 5e siècle. Donc, cette époque-là, du coup, la zone de Kawachi et de Nara, c'est cette zone-là, c'est là où se développe cette disons, royauté du Yamato. Ce n'est pas vraiment un royaume centralisé, structuré, c'est plus une alliance des clans. Là, je vous ai mis comme exemple les Daisenryo Kofun, c'est les plus grands Kofun, ils se trouvent à Sakai. D'ailleurs, juste à côté, il y a un très bon musée. Sakai est pas loin de Osaka, juste au sud de Osaka. Il est long de 400 mètres, non plus 500 mètres, et il a environ 40 mètres de haut. C'est pour avoir une idée de la taille. Et dans cette zone-là, dans cette région-là, il y en a celui-là, il est le plus grand, mais vous pouvez voir qu'il y en a d'autres autour. Il y en a plus d'un millier de tombes comme ça. Donc, disons, c'est cette région-là qui va devenir genre le berceau de la monarchie au Japon. Il y a à cette époque-là trois
régions où l'élevage, les traces d'élevage de culture équestre sont plus importantes. Il y a, oh, je vous ai mis une petite ligne temporelle de l'évolution des sites archéologiques. Donc là c'est le nord de Kyushu, donc tout à gauche, normal, c'est le pont de passage avec les continents. L'autre, c'est les Yamato, normal, c'est là où se trouve le roi. Et d'ailleurs, on comprend que l'élevage était un instrument a été un instrument important dans la construction de la monarchie au Japon. Et les troisièmes, c'est les nord-est. Vous les voyez sur la droite, près de la région de Tokyo. On a d'ailleurs retrouvé des sites assez exceptionnels dans ce coin-là. Je vous ai mis l'exemple du site de Kuloimine, c'est un village qui est très bien conservé parce que malheureusement pour eux, ils ont été enterrés par une éruption volcanique 2 fois d'affilée. Donc une première fois, ils ont reconstruit au même endroit, une deuxième fois, ils ont arrêté. Vous voyez les deux volcans d'un côté de l'autre. C'est une région où, au fait, ce qui arrive, c'est que quand les Setoraijin arrivaient de Corée, ils étaient organisés en B, c'était des groupements professionnels qui étaient au service du roi ou de sa famille. Donc les forgerons, les potiers, les lettrés, enfin peu importe. Et du coup, ils étaient intégrés dans l'État. Et un certain nombre de ces gens-là étaient envoyés, c'était les souverains qui décidaient où placer ces gens-là. Ils étaient envoyés dans l'Est. L'Est est une région qui s'avérera extrêmement euh, favorable à l'élevage de cheval. Et donc, dès tout de suite, dès que le cheval est introduit, très rapidement, l'Est devient une région productrice des chevaux. Donc, l'élevage, dès tout de suite, devient, enfin, dès tout de suite, il y avait déjà des gens qui habitaient là-bas, mais genre, dès qu'on commence à pousser la frontière du pouvoir de Yamato vers l'Est, l'élevage est un élément crucial de la vie économique dans cette région-là. D'ailleurs, on trouve non seulement des villages comme Coloniné, on trouve aussi énormément d'éléments d'arnachement, de décoration comme ça dans les tombes des élites locales. Donc, clairement, c'est aussi une activité qui a été adoptée rapidement par les chefs de territoires locaux. Je vous ai mis comme exemple la couronne de San Maizuka. Elle se trouve dans les musées préfectoraux des Ibaraki à Mito. Donc, si vous avez l'occasion, allez la voir, elle est magnifique. En tout cas, une fois que l'État s'est, disons, solidifie dans les régions centrales, on commence à vouloir pousser vers l'Est. Et en voulant pousser vers l'Est, on se trouve en conflit avec les Emishi, ces gens qui étaient déjà là, qui ne voulaient pas nécessairement se plier au pouvoir du Yamato. La manière dont on allait vers l'Est, c'était qu'on construisait des villages, et puis des forts, et puis d'autres villages, et puis d'autres forts, etc. Et donc, ça provoque des affrontements. Et je vous ai mis des exemples d'extraits. L'un des problèmes qu'il y avait les Japonais du Yamato, c'était que les Mishi étaient des guerriers extrêmement mobiles. Ils étaient des archers montés extrêmement accomplis. Donc, à un certain moment, ces tensions augmentent jusqu'à vers un 774, où on décide de monter une grande campagne militaire pour pacifier la région, en fait, conquérir la région. Alors, cette grande opération militaire, a posteriori, a été connue comme la guerre des 38 ans. Pour vous dire à quel point ça s'est mal passé, ça a duré une génération et plus. Pendant ces presque 40 ans de guerre, qui d'ailleurs se sont conclus en 811 parce que simplement, à un certain moment, l'empereur a dit ça suffit, on a gagné. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai dit. Donc, il n'y a pas eu de bataille décisive et il n'y a pas eu donc, c'était un peu un long épuisement de deux côtés. Et c'est la région du Bando qui a supporté les plus grands fardeaux humains, militaires, économiques. Parce que c'était la grande région productrice des chevaux et c'était la région la plus proche. Et donc, c'est une région qui très vite est militarisée, très, très vite est militarisée.
Donc, quand on arrive, ça c'est pour expliquer que quand on est au Xe siècle et qu'on commence à voir le développement de ce type de liens, il y a déjà une tradition importante d'élevage du cheval. Le cheval est déjà un élément vraiment crucial dans la vie culturelle, religieuse, économique, militaire des élites de cette région-là. Et les élites de cette région-là, c'est des élites militaires. Donc, on a très, très peu de sources directes en ce qui concerne la vie dans ces provinces-là, à une exception près. Euh, donc, je vous ai mis une petite résumé de cette région-là. Vous pouvez aller regarder plus tard, on n'a pas beaucoup de temps. C'est les Shomonki. Donc, c'est l'histoire des Masakado. L'histoire des Masakado nous parle d'une révolte qui a eu lieu entre 939 et 940 dans les bandos. Et c'est grâce à cette source-là que l'on peut voir les liens d'hommes, comment est-ce qu'ils étaient constitués. Donc, en ayant déjà tous les contextes qu'on a jusqu'à présent. Donc, je vous ai mis un peu le bandeau. Shimosa, c'est la région d'où Taira Masakado, les rebelles en question, étaient originaires. Donc, Masakado lui-même, il était très probablement un grand éleveur du coin. Il n'avait pas de fonction. Il a servi à la capitale pendant une période, mais il est rentré à la province sans fonction particulière. À cette époque-là, les grands aristocrates de la capitale s'est constitué de latifundia, qu'on appelait les shoen en japonais, dans cette région-là, justement pour pouvoir se procurer directement des chevaux qui étaient aussi très importants à la cour. Ils étaient utilisés dans des cérémonies, dans des dons, etc. Donc, Masakado, lui, il avait été client du ministre des Affaires suprêmes de l'époque, c'est une sorte de premier ministre, il était probablement un gros éleveur local. L'un des hommes qu'il avait comme féal, on va dire, il est clairement marqué dans la source qu'il il gérait l'un de ses chevaux, donc c'était des grands haras qui produisaient des chevaux pour la capitale et pour le noble de la capitale. Alors, pour j'essaie de ne pas dépasser trop les bornes de temps. Les Shomonkis, c'est une histoire qui raconte cette rébellion et ça commence comme une dispute familiale. Il est très intéressant pour nous parce qu'il nous offre ces regards vraiment de très près de la vie de Provence et de la vie des guerriers de cette époque. Et on remarque que les guerriers de cette époque-là avaient constitué disons, une vie culturelle très, très, très différente par rapport à celle de la capitale. Par exemple, lors de la bataille de Nomoto, dont je vous ai mis l'extrait, on mentionne le fait que l'on invoque les dieux du Gonfalon dressés et d'autres divinités de ce genre-là, ils n'apparaissent pas du tout dans les sources de la capitale. Donc, clairement, c'est une vie religieuse il y a une culture locale qui est propre aux élites militaires du Bando et qui est très différente par rapport aux élites civiles de la capitale. Les Shomonkis nous offrent aussi une scène très détaillée de comment est-ce que les types de liens qui attachaient ces hommes fonctionnaient. Dans les bandeaux à cette époque-là, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'il y avait les notables ou les chefs locaux, même s'ils n'avaient pas de fonction, ils étaient des notables, ils étaient des chefs de haras, ils avaient des pères, ils avaient des chevaux, etc. Et il y avait des hommes qui leur étaient liés par des liens de dépendance. Certains habitaient avec eux, certains habitaient dans leur orbite, mais de quelle manière ces liens de dépendance étaient serrés? Eh ben, on en a une description détaillée où il y a l'un des ennemis de Masakado, les rebelles, qui s'appelait Yoshikane, c'était son oncle, qui engage un paysan local pour introduire un espion dans la résidence de Masakado et organiser une attaque nocturne. Donc, sans se perdre en détail, Koharumaru accepte la proposition qui lui est faite, si tu me rends ce service-là, je ferai de toi un suivant à cheval. Donc, ce n'est pas là, c'est une scène particulièrement détaillée, mais on a d'autres indices dans la source qui nous parlent, par exemple, du fait que certains des féaux de Masakado habitaient avec lui, etc. Donc, en fait, on retrouve dans tous ces petits indices que l'on a
l'essentiel du lien vassalique. Donc, le lien vassalique, c'est un lien qui est extrêmement asymétrique, mais qui est réciproque. C'est entre deux hommes libres, un seigneur et un féal. Le féal offre un service militaire et en échange, son seigneur offre une protection politique et aussi une prise en charge économique. Justement, monter, entraîner, entretenir un guerrier monté, c'est extrêmement cher. Tout le monde n'a pas accès à ce type de possibilités et c'est par ce type de lien que l'on développe du coup ces réseaux des guerriers montés. Donc, l'effet de pouvoir être guerrier monté, d'être un guerrier à cheval, c'était ces grands éleveurs qui pouvaient s'entourer de ces suivants. Donc, on a plusieurs noms pour ces suivants dans les sources japonaises de cette époque. Les plus importants, c'est les Jurui et Bandui. Ces termes ne sont pas disons, définis dans les sources japonaises parce qu'à l'époque, ça allait sans dire qu'est-ce que c'était qu'un Bandui, pas besoin de l'expliquer. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Mais leur comportement dans les sources est clairement très distinct. À chaque fois qu'il y a une guerre ou genre un affrontement à cette époque-là entre deux chefs, il y a des bandous et des jurui que l'on réunit pour aller, je sais pas, brûler la maison de quelqu'un. Si l'affrontement tourne mal, les bandous s'enfuient immédiatement, tout de suite. C'est des alliés. C'est des gens qui sont là par appât du gain ou par crainte du chef. C'est des gens qui ont tout à perdre et très peu à gagner. Donc, c'est soit des gens qui vont se présenter avec leurs propres féaux, leurs propres hommes, leurs propres chevaux, etc. Et qui, donc, dès que ça tourne mal, ils s'en vont. Les Jurui, eux, ils étaient les suivants. Les Jurui habitaient près du chef. Souvent, ils sont entretenus par les chefs. Ils ont des liens très, très étroits avec les chefs. Eux, ils vont rester jusqu'à la fin. Parfois, les Jurui eux-mêmes ont des Jurui, mais en tout cas, leur lien, il est personnel et très, très étroit. Et tout cela, c'est greffe, disons, sur un contexte culturel qui est très marqué par la guerre et sur un contexte économique qui est euh, centré sur l'élevage du cheval. Donc, j'ai ici tiré une conclusion rapide. Je suis désolée, j'ai un peu dépassé les temps. Donc, l'Est des Ranchous, c'est l'un des trois régions où l'élevage est une activité économique particulièrement importante. Euh, et ceci va marquer l'histoire, le futur de cette région-là. Euh, donc, très rapidement, dès le 7e siècle déjà, on remarque que cette région-là est devenue une sorte de réservoir militaire des souverains au Japon. Les premiers que l'on peut vraiment appeler empereurs aujourd'hui en tant qu'historien contemporain, c'est le souverain Tenmu, donc 672. Euh, donc, au Bando même, le cheval, depuis des siècles, quand on parle des bandes de guerre, mais genre déjà à l'époque proto-historique, le cheval avait un rôle important dans les milieux, dans la vie religieuse de la région et dans la vie économique aussi, du coup. Donc, l'élevage a été l'un des éléments décisifs dans l'organisation des campagnes de pacification qui ont profondément marqué l'histoire du Japon et de cette région en particulier. Et donc, au Xe siècle, le cheval, il est vraiment au centre de la société guerrière du bambou. Et il est au centre du type des liens que l'on établit entre seigneur et suivant. Donc, c'est un élément absolument déterminant dans les destins de cette région et du coup, dans les destins de l'évolution de la culture militaire, de la classe militaire qui est en train de se développer à cette époque-là. D'ailleurs, ça va rester ainsi pendant toute la période. Genre, si vous lisez les Heikei Monogatari, il y a même le vol d'un cheval bien aimé, c'est un élément déclencheur de la Grande Guerre de Genpei, selon le Heikei Monogatari. Donc, les relations que ces hommes entretenaient avec ces animaux étaient tout à fait fusionnelles. C'était économique, c'était culturel, affectif, militaire. Donc, on ne peut pas comprendre les guerriers qui ont façonné l'histoire du Japon ancien médiéval sans
s'intéresser à l'histoire de la culture équestre. C'est absolument indispensable. Euh, donc, si je sais, si, je sais pas s'il y aura des japonisants qui vont regarder cette vidéo, mais l'étude du cheval est un élément vraiment crucial pour mieux comprendre et mieux saisir l'histoire japonaise du Japon ancien, médiéval et pas. Ok, j'ai dépassé, désolé. Pas de souci, merci beaucoup pour cette présentation. Et en même temps, on s'était dit qu'il fallait une mise en contexte un peu plus longue pour qu'on situe bien la période et l'histoire de ce Japon médiéval. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser peut-être enfin, moi, j'ai des questions, mais je vais laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon moi, j'enchaînerai. Oui, je voudrais réagir, si c'est possible. C'est possible, Patrice? Euh, c'est gentil. Alors, merci pour cette communication qui, comme je le pensais, était vraiment passionnante. Euh, Quand j'ai fait ma thèse il y a 10 ans, j'ai traité l'équitation comme un art martial. À l'époque, j'avais pas de source qui me permettait d'acter la présence du cheval, si ce n'est par des biais, notamment des photos qui démontraient que les militaires japonais étaient notamment des militaires qui montaient et qui passaient complètement inaperçus parce que comme c'était la norme en Occident, c'était pas quelque chose qui était questionné au Japon et du coup ça passait crème, comme on dit. Donc c'est super ce travail parce que il valide des choses que je soupçonnais et j'en suis ravi. C'est très très intéressant effectivement pour être également un peu japonisant et intéressé par la langue. Je trouve les idées de la conclusion vraiment passionnantes. Euh, que j'organise moi un colloque en juin sur les arts martiaux et les sports de combat. Dommage que je ne vous ai pas découvert un tout petit peu plus tôt. Mais bon, je demanderai à Maurice de fournir votre email parce qu'on a pas mal de choses à se dire, je crois. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. J'ai pas de questions parce que j'ai surtout envie d'en savoir plus. Merci. Ok, ben je vais enchaîner avec une question. Alors, je voulais revenir un peu à l'introduction du coup du cheval, même si de ce que j'ai compris, il y avait peu de sources qui à la fois qui actaient la période précise. Mais est-ce qu'on sait au départ dans quel but il a été introduit? Vous avez dit de manière domestique, mais c'était, je sais pas, que de, de l'apparat, ou est-ce qu'il y avait une utilisation agricole, guerrière dès le départ? Est-ce qu'on peut Alors, revenir là-dessus un peu? là, il y a un débat là-dessus parce que le cheval est introduit au début du 5e siècle. Et à cette époque-là, les royaumes de Yamato a participé à des guerres de Corée. À cette époque-là, en Corée, on a les royaumes de Goguryeo, qui est tout au nord. Et puis dans le sud, on a les royaumes de Silla à l'est, Paekche à l'ouest, et tout au sud, dans la région qui est aujourd'hui de Pusan, il y avait la confédération des Kaya. Paekche et Kaya étaient deux alliés très importants des élites émergentes, disons, du Yamato. Et donc, à cette époque-là, dans les années précédentes et à cette époque-là, il y a des guerres contre les royaumes de Goguryeo entre Paekche, et donc Kaya aussi, et Goguryeo, et Yamato intervient en soutien de Paekche et Kaya. Et ils se font battre à plat de couture. Or, alors, ceci n'est pas mentionné dans les sources japonaises, mais on a une stèle de 414 qui a été découverte dans ce qui est aujourd'hui la région de Jilin en Chine. C'est la stèle de Rankan Gaeto, un monument très célèbre qui parle du fait qu'ils ont gagné la guerre contre ces espèces de pirates de l'autre côté de la mer. Goguryeo avait une excellente cavalerie lourde, célèbre dans la région, hein, en fait. Et donc,
cette corrélation temporelle entre on vient de se faire, pour le dire clairement, absolument défoncer par une cavalerie lourde. Euh, Tout de suite, on introduit, on investit énormément dans le développement de l'élevage et très rapidement. Donc, une théorie très répandue, c'est qu'ils se sont dit, les chevaliers lourds à cette époque-là, c'était la pointe de la technologie militaire. Ils se sont dit, ah, il nous faut quelque chose comme ça. Les problèmes que j'ai avec cette idée-là, ça a du sens. Les problèmes, c'est qu'on n'a aucune trace documentée de guerre à cheval avant la moitié du 7e siècle. Donc, 2 siècles et quelques après. Donc oui, on retrouve des armures, mais ces armures se retrouvent dans ces tombes monumentales. Est-ce que c'est des armures qui étaient utilisées ou est-ce que ce n'était plutôt des objets de prestige? Parce qu'il faut savoir que le fer, les Japonais ne produisaient pas de fer à cette époque-là, donc les fers étaient importés de Corée, donc c'était un objet, un matériel symbole de pouvoir et aussi de lien avec la Corée. Donc moi, personnellement, par contre, ce que l'on trouve, c'est un rôle rituel et d'apparat, ça documenté dont on a la preuve du cheval. Donc, est-ce qu'il avait un rôle militaire? Ça, à mon avis, on n'a pas d'indices suffisants à dire que le cheval a été introduit pour des raisons militaires. Je ne le trouve pas très convaincant, en fait. Mais sans doute, le cheval a été utilisé dans la construction, disons, l'apparat, de la pompe, de la légitimité symbolique impériale. Le cheval est lié à la légitimité du souverain en Corée déjà. Les fondateurs du royaume de Goguryeo étaient, il gardait les chevaux. Je crois que c'était le roi de Silla et sa naissance a été annoncée par un cheval. Enfin, les mythes d'origine de ces dynasties-là sont liés aux chevaux déjà. Et donc, les chevaux arrivent au Japon déjà porteurs d'un fardeau symbolique, mythologique important. Et je pense que son rôle principal à l'origine de l'État japonais a été celui de prestige, de légitimation et éventuellement de transport. Parce que si on n'a pas des signes, des traces de guerre à cheval au Japon, on a par contre des traces de grands travaux publics, des constructions de grandes routes. C'est d'ailleurs très caractéristique, ce sont des routes droites particulièrement larges, genre 25 mètres de largeur, des choses comme ça. Donc, je pense que le cheval a joué un rôle vraiment crucial dans la construction du pouvoir politique au Japon, pas nécessairement un rôle militaire. Ceci dit, on ne sait pas. On ne sait pas parce que les Japonais ne nous ont pas laissé des documents écrits pour cette époque-là. Les premiers documents écrits qu'on a, c'est de la fin du 7e, début du 8e siècle, donc beaucoup plus tard. Les Chinois, ils parlent un peu du Japon, mais enfin, même si les sources chinoises sont généralement fiables, c'est du oui-dire et sont assez limitées. Et pour les sources coréennes, je crois que là aussi, on a un problème de sources. Je pense que les sources les plus anciennes, c'est des sources qui... Bon, il y avait des sources déjà à cette époque-là, mais ils ne nous ont pas survécu. Je pense que les Samguk Sagi, je crois qu'il est du 11e siècle. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations pour cette époque-là. Et tout un tas de sites archéologiques qui pourraient être intéressants, on n'a pas le droit de les faire. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Et du coup, je continue un peu. Donc, il y a eu l'introduction. Après, on a eu des familles d'éleveurs, vous disiez, notamment des familles puissantes avec des grands haras. Je voudrais revenir un peu sur ces éleveurs. À l'origine, enfin, qui sont-ils? Est-ce que c'était déjà des familles, entre guillemets, avec un capital financier, culturel et une place un peu plus importante? Ou est-ce que c'est des personnes qui ont accédé petit à petit, puisque à la fin, il y a une certaine proximité avec les élites au final de ces grands éleveurs, de ce que j'ai compris? Oui et non, dans le Oui et sens non? où à cette époque-là, au Xe siècle,
les mondes de la capitale et les mondes de la province, c'est vraiment très, 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 très différent. C'est deux mondes, deux planètes différentes. Mais c'est deux planètes qui communiquent beaucoup entre eux. Donc, dans la province, il y a beaucoup de laisser-aller pour les affaires de la province. D'ailleurs, quand l'État décide de réagir à cette histoire des révoltes dans l'Est, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a un état de guerre, pratiquement. Les gens vont se brûler les villages les uns les autres. Enfin, c'était déjà un niveau de violence très important. Mais du moment où personne ne perturbait trop les caravanes des impôts, donc il y avait vraiment un détachement. Et en même temps, il y avait ce développement des liens personnels, du coup, parce que les grands ministres avaient besoin de quelqu'un de confiance pour gérer ces haras. Et donc, il allait se lier avec quelqu'un de la province qui avait déjà des haras, qui était déjà un éleveur, qui était un notable respecté et qui allait du coup gérer ses haras et ses cultivations. Les tout premiers éleveurs, c'est des Coréens, c'est des familles coréennes. Donc, ils arrivent d'ailleurs, les sites de Koulouéminé, on a analysé certains des squelettes les mieux conservés et c'était des gens qui ont grandi en Corée. Ça, on peut savoir de l'analyse des os et du type de minéraux qui sont fixés dans les os. Donc, c'est des immigrés coréens qui ont été installés là-bas. Là-bas aussi, il y avait des chefs des territoires qui ont à leur tour adopté cette pratique de l'élevage. Mais pour ce qui est des éleveurs qui sont restés dans la région centrale, ils étaient constitués du coup en baies et les baies des éleveurs s'appelaient les Umakai baies. Et les Umakai baies devient assez rapidement un clan très très proche du roi du Yamato. Ils vont devenir un joueur politique important. Je crois que c'est le chef des Umakaibe qui va chercher le futur empereur Keitai alors qu'il y a un problème de succession au VIe siècle. Donc, ils vont devenir ceux qui vont être chargés, par exemple, de gérer les domaines privés de la famille royale, ce qu'on appelait les Miyake à l'époque. Donc, c'est au tout début, c'est des familles d'immigrés qui déjà ont des ressources, ils ont pu se permettre un bateau, ils avaient des chevaux, donc c'était déjà des gens d'un certain statut, mais on connaît très très peu d'eux, on sait ce qui leur est arrivé par la suite. Et les Umakaibe, par exemple, après toutes les familles n'ont pas eu la même fortune, mais les Umakaibe, eux, ils ont eu beaucoup de fortune. Et généralement, oui, non, c'était une activité pratiquée. Alors, peut-être que genre à cette époque-là, d'avoir un, deux chevals, c'était quelque chose de bien, mais un ara, c'était quelque chose, on part au moins un notable local. Du notable, puis on peut monter. Mais au moins notable local. Hmm. Ouais, ouais, d'accord. Et au niveau de, on va dire, que ce soit les techniques de monte ou d'élevage, de dressage, comment ça s'est diffusé en fait au- à cette période-là? Est-ce que c'est venu bah, par exemple avec ces éleveurs ou est-ce qu'il y a eu des apprentissages un peu plus spécifiques, des techniques un peu plus spécifiques au Japon? Est-ce qu'on a des traces de ça? Alors, les chevaux arrivent au Japon avec l'équipe complète. Il arrive domestiqué avec ses harnachements, avec son bagage symbolique. Il arrive prêt à installer. Et donc, au tout début, alors, on ne sait pas trop quelles étaient les pratiques parce qu'on n'a pas de sources écrites et même quand on trouve un site archéologique et que l'on peut l'excaver, par exemple, on a les sites de Shitomiyakita, qui est près de Osaka, Shizonawate. Shitomiyakita, c'était un grand village, enfin, une grande constellation de villages d'éleveurs qui commencent justement au 5e, 6e siècle, etc., coréens. Du moins, une bonne partie de résidents étaient coréens, pas la totalité, une bonne partie. Et les harnachements, par exemple, sont clairement des harnachements qui sont soit importés, soit faits sur les modèles des harnachements coréens. Surtout Kaya et Paekche. Silla aussi, de temps en temps, un peu moins. Ils n'avaient pas de bonnes relations avec Silla, généralement. Et
les, euh, l'art, disons, de chevaucher, elle va clairement s'affranchir à partir du 6e, 7e siècle. Là, on commence à voir par exemple, au 7e siècle, on commence à trouver des étriers en coupe que l'on ne trouve pas nécessairement en Corée. En Corée, on utilisait souvent l'étrier en anneau, comme chez nous, en fait. Alors que non, au Japon, on commence à trouver des étriers en coupe qui vont par la suite puis être les modèles pour ce qu'on appelle les Nagatita. C'est étrier typique si quelqu'un regarde les films de Kurosawa ou les rouleaux peints anciens, etc. Où les étriers japonais ont cette espèce de forme longue, comme est-ce qu'ils appellent Nagajita, donc où on appuie la totalité du pied, quoi. Donc ça semble être une évolution originelle. Pour ce qui est de l'art de chevaucher, je pense que c'est assez... enfin, typiquement, dans cette région, genre, on chevauche avec les étriers courts, donc les jambes un peu pliées, alors que, par exemple, si on voit les miniatures médiévales, souvent, en fait, c'est des étriers longs, ils ont les jambes distendues et pointées vers l'avant. Donc, mais c'est un style de cette histoire d'avoir l'étrière un peu courte. Je pense que c'est typique d'Asie en général. Je ne pense pas que ce soit particulièrement originel du Japon. Mais après, on ne sait pas énormément parce que la plupart des sources sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tardives. On sait qu'il y a certaines choses qui sont particulières. Par exemple, au Japon, il n'y a pas la castration, alors que c'était une pratique extrêmement répandue en Asie. Donc, au Japon, pour la guerre, souvent on choisit des étalons et c'est toujours des étalons entiers. Ok. Et enfin, je sais pas, peut-être la salle, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à m'interrompre. Je voulais revenir sur ce lien vassalique que vous avez décrit. Donc ça se traduisait par des contrats, en fait, c'est ça, Des qui étaient accords. signés, Contrat, des accords. C'était non, pas. non, 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 non. Non, non, c'était, à ma connaissance, il n'y avait aucun document écrit signé. C'est des accords d'homme à homme. À ma connaissance, il n'y avait pas de signature. Déjà, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un comme Karl Mahler aurait pu signer. Mais non, 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 c'était des accords d'homme. D'accord. Les, les liens, les liens entre les guerriers et son seigneur, bah, ça a changé beaucoup à travers l'histoire. Là, on voit un type de lien qui réunit un peu toutes les caractéristiques. Voilà, il est asymétrique mais réciproque. Il y a une protection politique, il y a une prise en charge économique, un échange d'un service militaire. Il y a clairement une proximité. L'attaque nocturne qu'ils sont en train de préparer a lieu, mais ils sont repérés par un guerrier de Masakado qui est en train de surveiller pendant la nuit les territoires. Donc, c'était là aussi avoir un nombre important de chevaux, c'était non seulement une question économique et quelque chose qui pouvait du coup donner accès à des liens de clientélisme avec l'aristocratie de la capitale, c'était vraiment une question de survie. Les disputes entre notables locaux dans la région du Bando, très fréquentes, et ce genre d'attaque nocturne, ça pouvait arriver. Donc, celui qui pouvait monter le plus de gens et qui pouvait surveiller les mieux son territoire et avoir un réseau de communication rapide pour être prévenu dès qu'il y avait un souci, c'était celui qui survivait. En l'occurrence, c'était Masakado. Il est prévenu de l'attaque nocturne. Et quand il est prévenu de l'attaque nocturne, il y a une dizaine d'hommes qui sont déjà à sa résidence, donc qui vit auprès de lui. Donc il y avait aussi cette proximité. Mais les types de liens ont vraiment évolué. Si vous voyez, genre, l'époque d'Edo, la seule manière d'un vassal pour protester contre son seigneur, c'est de se suicider en protestation. Ce n'était pas du tout le cas dans d'autres périodes de l'histoire japonaise. Il y a un épisode, je crois, c'est le Heike Monogatari. Donc, quoi, 150 ans après Masakado. Donc là, on est vraiment dans les clous de la première société féodale. Et il y a à un moment, donc ces différentes bandes de guerre qui sont réunies sous la bannière de Minamoto, mais ce n'est pas une armée centralisée, ces différentes bandes. Et à un certain moment, il y a un chef d'une bande importante qui demande à un autre chef qui est là avec ses guerriers, lui entouré par ses hommes à cheval. Il a fini ses flèches, il a cassé son sabre, donc il lui demande une arme, pleine bataille, et ces chefs de bande attrapent l'épée qui est attachée à la ceinture de l'un de ses hommes et lui offre cette épée-là.
Donc celui-là, lui, part tout content à tuer d'autres personnes. Mais ces guerriers auxquels on a pris les sabres, il réagit très mal. Il réagit très mal et dit à son chef, du coup, son seigneur, si ça c'est la valeur que tu donnes à mon épée, tu ne mérites pas que je risque ma vie pour toi. Et il tourne son cheval et il s'en va. Et c'est à son chef de lui courir derrière et les rattraper et lui dire non, 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 mais j'ai aidé lui donner une arme, c'était quelqu'un d'important, mais en plus, de toute manière, tu sais, ce n'est pas de ton épée dont j'ai besoin, c'est de ton bras. Donc, être beau parleur, ça a toujours été utile. Mais donc, du coup, un échange comme ça aurait été absolument impensable quelques siècles après. Malheureusement, pour le Xe siècle, on a les Chamoukis, c'est la seule source qui nous parle en détail de ce type de lien. La seule. Donc, c'est sur ça qu'on base la plupart de nos opinions. Mais après, pour le reste, c'est indirect. Par exemple, on a une révolte qui se déroule exactement à la même période. C'est des pirates dans la mer intérieure, donc à l'ouest. Et là, on voit que les chefs des bandes entre eux, bah, ils, ils sont pas du tout aussi soudés que ceux qui étaient autour de Massacado. Donc, il y a de la traîtrise entre eux, il y a de double jeu entre eux constamment. Donc, clairement, les types de liens qu'il y avait étaient beaucoup moins solides, beaucoup moins. Donc, on déduit que ce n'était pas les mêmes types de liens, mais on n'a pas de sources directes pour être 100% sûr. D'accord. Au niveau matériel, les chevaux, du coup, qui étaient enfin, les chevaux de guerre, quoi, pour protéger ses chefs, ils étaient donc, enfin, qui les possédait, où est-ce qu'ils étaient, où étaient les écuries, comment était organisée en fait la gestion de ces... Alors, là, ça dépend, parce qu'il y avait des écuries d'État, et là, ils sont décrites dans les codes administratifs. Donc, il y a des chevaux qui sont laissés genre, dans les pâturages. Et puis, quand ils ont 2 ans, les poulains sont ramassés et puis réunis, contrôlés par les fonctionnaires des provinces, marqués à feu et inscrits dans les registres. Et après, c'est à 5 ans qu'ils vont être affectés. Soit ils vont être envoyés à la capitale, soit ils vont être affectés au Bundan provincial, par exemple, soit ils vont être affectés au réseau de poste. Donc ça, on a une description relativement détaillée aussi des quotas de production qu'on s'attendait de chaque fonctionnaire de HARA, etc. Pour ce qui est de l'élevage privé, on n'a rien, absolument rien. On imagine que ça ne devait pas être beaucoup différent. Pour les écuries, cela dépendait. On a retrouvé archéologiquement de toutes petites écuries avec genre place pour un, deux chevaux qui étaient attachés à la maison. Donc, vraiment, cette maison était faite de 2 pièces, donc une pièce où il y avait les feux et qui était la pièce où on cuisinait, on dormait, on faisait tout. Juste à côté, il y avait l'écurie avec bah, un ou deux chevaux. Donc, il y a de toutes petites écuries comme ça. Il y avait aussi des plus grandes écuries. On a retrouvé ceux de Nala, justement. On a excavé les palais. Et c'était des écuries qui pouvaient contenir genre une trentaine de chevaux. La plupart des chevaux n'étaient pas gardés dans la ville, ils étaient gardés dans des pâturages autour de la ville. Ça n'avait aucun sens de garder autant de chevaux dans la ville, autrement, ça passait. Logistiquement, ça pouvait être compliqué. Et pour l'Est, on sait que Masakado, lui, a un certain nombre de chevaux à sa résidence. Sa résidence est clairement protégée. On ne sait pas si c'était par une palissade, un fossé, probablement les deux peut-être. Donc ça dépendait aussi, il n'y avait pas de règles spécifiques. Non, mais en tout cas, elle était protégée d'une manière ou d'une autre parce que l'entrée était surveillée, d'où la nécessité d'infiltrer quelqu'un avec l'aide de quelqu'un qui était déjà connu par les gardiens. Et il y avait des chevaux dans la résidence. Donc, clairement, il y avait des écuries auprès de la résidence. Il y avait des forges, il y avait probablement des potagers à l'intérieur, un peu comme une espèce de ferme fortifiée. Et après, il y avait probablement en fait, des pâturages autour qui pouvaient ou pas être avoir un grand enclos
C'est autour de la capitale. Ils avaient un enclos en bois, et ça, on sait parce qu'on a un certain nombre de décrets de la cour du 9e siècle qui disent il faut que les gens arrêtent de voler les planches. Donc, on sait qu'il y avait un enclos autour de pâturage autour de la capitale. Pour l'Est, on ne sait pas exactement, mais probablement c'était quelque chose d'assez similaire. Et donc, ils étaient laissés, surtout pour ce qui est des femelles, ils étaient probablement laissés relativement à leurs propres moyens pendant une bonne partie du temps. Et puis, non, les chevaux de guerre, eux, ils étaient entraînés, ils étaient gardés auprès du guerrier et du cavalier. Chaque guerrier pouvait en avoir plusieurs, bien entendu. Normalement, on considère qu'il y a entre 3 et 5 chevaux par guerrier monté. Parce qu'il faut un cheval pour aller sur place et puis un cheval pour se battre et puis le cheval va se fatiguer. Donc, si on a un cheval seulement, ça risque de mal se passer. D'ailleurs, Masakado est tué lors de la bataille de Monkita parce que son cheval est fatigué et il trébuche. Et, fin d'un célèbre guerrier. Mais ça, c'est. Mais on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de manuel, on n'a pas de manuel détaillé de Mm. travaux, malheureusement, pour cette époque-là, malheureusement. On Mm. en a pour la période d'Edo. La période d'Edo, c'est genre 1000 ans après. Ouais, ouais, d'accord. Et est-ce qu'on a une estimation du nombre, on va dire, à la fois de chevaux à ces périodes de chevaux de guerre et du coup, Alors, j'imagine de guerriers à cheval? alors, j'ai fait des estimations dans ma thèse pour cette guerre privée-là, parce que enfin, c'est une révolte, mais la révolte a été un peu un accident en réalité. C'était c'était une dispute entre oncle et neveu. Et là, on parle d'armées des généralement plusieurs centaines à quelques milliers de personnes. On ne sait pas si dans ces nombres-là, il y avait des hommes à pied et des hommes à cheval. Quand on parle des bandes de guerre à cette époque-là, il y a généralement pour chaque homme à cheval, il y a un, deux, trois hommes à pied. Donc, si la bande personnelle de Masakado, je crois qu'à la fin, ils sont environ 300 personnes. Donc, on peut, avec une estimation, dire, bon, un millier de chevaux, mais c'est une estimation vraiment au bras. J'ai des estimations plus précises dans ma thèse, surtout pour ce qui est des campagnes orientales, parce que là, on a des données plus précises, parce que c'était des campagnes officielles, donc les deux gouvernements gardent des traces plus en détail. Parce que le Shamoki, ce n'est pas une source officielle, c'est une source vraiment exceptionnelle. Et moi, je pourrais passer genre une journée à parler que des manuscrits du Shomoki, l'origine du manuscrit et la source, est-ce que c'est écrit dans la province, sur la capitale. Enfin, mais donc, en tout cas, ce n'est pas une source officielle. Donc, c'est à prendre avec un peu de précaution. Les sources officielles aussi, d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, je n'ai pas de chiffres sur les, sous la main, c'est se trouve dans ma thèse. Pour ce qui est des campagnes orientales, j'avais calculé qu'en fait, c'était un, en proportion, j'avais fait, je me rappelle, une comparaison avec genre les armées napoléoniennes pour voir genre un type d'armée qui est plus familière pour le lecteur français, qui est beaucoup plus documenté. Mm. Euh, et c'était une quantité d'animaux très, très, très important en proportion à la population, la taille du territoire, etc. D'accord. Ok. Malheureusement, hein, pour ce qui est de notre connaissance, même quand on peut creuser un site archéologique où il y a, clairement on sait que c'était un hara, etc., la terre japonaise digère les squelettes très rapidement. Donc, même quand on retrouve des sites d'élevage, etc., souvent, tout ce qu'on retrouve, c'est les dents. D'accord. Donc, on peut tirer beaucoup d'informations des dents, mais il y a une limite à ce qu'on peut comprendre à partir des dents. Parce que non, il y a Colomine, non, pas Colomine. Colomine, on a des chevaux parce qu'ils ont été ensevelis par la cendre. Sinon, on a Shitomi un cheval entier. Mais le cheval de Shitomi est célèbre parce que c'est le cheval entier qu'on a. Genre de. Comment ça s'appelle? C'est le site archéologique
en France, là où on a trouvé une trentaine de chevaux et de personnes, c'est l'époque gauloise, gondole. Euh, il n'y a rien de tel au Japon. Il faut vraiment attendre genre les 15, 16e siècle, fosse commune de grandes guerres civiles là, pour avoir ces types de quantités de données. Sinon, malheureusement, absolument rien de tel au Japon. D'accord. Ouais, j'aurais deux questions, moi, qui me viennent. Euh, Si on sait que en France, euh, en Europe, on voit une modification de la pratique au fil du temps. D'abord, c'est une pratique de combat, elle devient relativement artistique avec la naturalisation des guerriers, et puis avec l'époque moderne, elle devient un sport. Est-ce qu'on observe la même chose au Japon? Alors, pas la question du sport, mais la question d'un changement de dynamique du cheval qui passerait d'un outil de combat pur et dur à un outil de représentation de soi au travers de la pratique artistique. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est un petit peu à côté, c'est qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes cavalières au Japon? Alors, les femmes, probablement, il y avait pas de. Alors, je commence par la dernière parce que c'est un peu plus. Non, sinon, je vais commencer par la première. Alors, les chevals, il est utilisé dans les milieux rituels à la cour et dans les contextes rituels, il y a des courses de chevaux. Donc, disons, les côtés sportifs et les côtés religieux étaient ensemble dès tout de suite. Expression de soi, oui, enfin, pour un guerrier, son cheval principal pouvait être quelque chose de très, très personnel. Justement, la guerre de gameplay, ça se déclenche entre les Taira, qui sont le clan qui est au pouvoir à ce moment-là, et les autres qui sont les Minamoto et d'autres personnages qui sont. Et ça commence par le fait que l'un des fils du chef des clans Taira vole, enfin, il force un guerrier Minamoto à lui envoyer ce cheval adoré qu'il a, et une fois que et il veut pas lui rendre. Donc quand celui-là il arrive à obtenir que les dirigeants du clan forcent ce jeune homme à rendre le cheval, avant de lui rendre, il le marque à feu pour, disons, le défigurer. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder la vague. Donc, défigurer le cheval le cheval d'un guerrier est un peu les reflets. C'était une peu une extension de lui-même. Donc, c'est un affront absolument insupportable. Après, oui, bien sûr, le cheval a été utilisé en guerre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, c'est surtout un sport. Je pense que l'équitation comme sport au Japon est moins commune qu'en France, mais là, c'est une impression, je n'ai pas de statistiques. Il y a un musée de cheval à Yokohama, donc il y a aussi un hippodrome juste à côté. En ce qui est pour les femmes, on n'a pas beaucoup, ils sont très, très peu mentionnés dans ce genre de littérature. On sait que non, il y avait des femmes qui allaient à cheval et il y avait des femmes qui se battaient à cheval. Tomoe Gozen, elle est célèbre, mais on a mentionné d'autres dans les Monogatari. Donc non, ce n'était pas quelque chose de femmes combattantes à cheval. Ce n'était pas quelque chose de nécessairement très commun que je sache, mais c'était pas non plus quelque chose d'illégal ou impossible. Donc ça devait dépendre probablement des familles. Pour certains, ça passait, pour certains, peut-être ça passait moins. Les chevals s'est déplacé les femmes s'est déplacées à cheval tous les temps, ça posait pas de problème. Du moins jusqu'au XIVe siècle. Après, honnêtement, je suis pas sûre parce que ça, je commence à aller dans l'histoire un peu plus récente. Donc, je n'ai. Non, non, non. On a même quoi, c'est des notes journalières d'une nonne. C'était de quand? Je crois que c'était XIVe siècle. C'est une nonne lettrée qui décide d'aller voir un ami lettré à elle qui habite de l'autre côté du Japon. Et donc, bah, elle traverse le Japon, je sais pas, c'est à cheval, je pense, justement. Soit cheval, soit un âne, mais en tout cas, c'était, non, je pense que c'était un cheval. Et bon, elle va voir son ami, et puis, ce qui est un moine, puis ils composent des poèmes ensemble pendant quelques jours, et puis il repart sur chemin. Et nous a laissé
son journal de voyage. Je crois qu'il a été traduit en français à un moment, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, oui, oui, non, non, les femmes, il y avait pas, alors, il y avait certains, par exemple, dans certains moments de l'histoire de Corée, il y avait des règles sur qui pouvait monter, etc. Au Japon, euh, que je sache, ça posait pas spécialement de problème. Je pense que la Vestale lycée, elle était transportée à cheval. Après, pour les femmes de la haute aristocratie, là, c'était différent parce qu'une femme de la haute aristocratie ne devait pas être vue. Donc, elle s'est déplacée généralement en char. C'est une situation un peu, c'est une subculture très intéressante, la haute aristocratie de l'époque des Heian, donc fin du 8e, 12e siècle. Elles avaient une liberté sexuelle très, très vaste. Par contre, il ne fallait pas se montrer en public. Donc, on voyait les bords de leurs manches, on lisait leurs lettres, mais il fallait qu'elles restent cachées. Donc, un cheval, je pense qu'elle pouvait aller à cheval, mais pas en se déplaçant normalement. Alors qu'un homme pouvait. Le ministre Michinaga se déplace à cheval tout le temps. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va, je pense, conclure là-dessus. Si ça vous va, il n'y a pas l'air d'avoir de questions supplémentaires. Donc, bah, merci beaucoup hein, pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et puis l'échange ensuite sur les questions. Donc là, la suite, c'est la vidéo, elle va être mise sur YouTube, comme je vous disais, et puis elle va être partagée. Voilà. Faire de même et ça fera une ressource intéressante pour tous les japonisants, mais aussi les non-japonisants. Bah, merci beaucoup pour cette opportunité. Et bah, je vous souhaite bon week-end du coup. Bah oui, bon week-end à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bon week-end et merci encore. Au revoir. Au revoir.